Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous parle du roman au programme des séries technologiques seulement. Les Mémoires de deux jeunes mariés est un roman épistolaire écrit par Honoré de Balzac en 1842 et dédicacé à George Sand. Et le parcours associé est Raison et Sentiment. Ce roman fait partie des scènes de la vie privée et il raconte en deux parties l'histoire de deux amies, Armande Louise Marie de Chaulieu, qui deviendra baronne de Macumer après son premier mariage, et enfin Madame Gaston après son second mariage, et René de Maucombe qui prend le nom de René de l'Estorade dès son mariage en Provence. Les deux amis échangent des lettres au cours de leur vie. Ces lettres décrivent leur jeunesse, leur mariage, leur vie de famille et leurs amours. Le roman se concentre sur leurs relations et sur les épreuves qu'elles traversent, notamment les maladies, les deuils et les trahisons. Il explore également les représentations de la famille et la condition féminine de l'époque. Les lettres sont utilisées comme un moyen pour les personnages de s'exprimer librement et de se confier l'une à l'autre. Les lettres sont donc le miroir des pensées intimes et des émotions des personnages. Au fil du roman, les deux jeunes amies prennent des directions complètement opposées. Elles ont eu pourtant la même éducation, mais elles prennent des chemins différents et n'ont pas la même vision du monde, de l'amour et surtout du mariage, car Louise est passionnée et René suit la raison. Elles restent cependant amies et se racontent toute leur vie et ce qu'elles comptent faire et ce qu'elles regrettent aussi. La forme épistolaire permet au lecteur d'avoir accès aux deux voies possibles, aux deux pensées, et pourra se faire sa propre opinion. Louise, c'est la folie, l'imagination vivante, la vie indifférente à la durée et à la mort, alors que, René, c'est la raison. Et Balzac lui-même avouait « J'aimerais mieux être tué par Louise que de vivre longtemps avec René ». Et ça, ce sera à vous à en juger. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Gargantua de Rabelais qui appartient à l'objet d'étude littérature d'idées et qui est au programme de toutes les séries. Gargantua est le deuxième roman de François Rabelais écrit en 1534. Il compte les années d'apprentissage et les exploits guerriers du géant Gargantua. Plaidoyer pour une culture humaniste contre les lourdeurs d'un enseignement de la Sorbonne figé, Gargantua est aussi un roman plein de verbes, d'une grande richesse lexicale et d'une écriture souvent crue. Rabelais a publié Gargantua sous le même pseudonyme que Pantagruel, Alcofibras Nazier, anagramme de François Rabelais, qui veut dire abstracteur de quintessence. Le roman s'ouvre par un appel au lecteur qui l'invite à la bienveillance et annonce le caractère comique de l'œuvre. Le prologue peut être lu comme une invitation à une lecture plurielle, ambivalente et ouverte de l'œuvre, ou une illustration du procédé rhétorique de la captatio benevolentiae, invitant sans ambiguïté le lecteur à rechercher un sens univoque derrière la folâtrerie et l'obscurité du texte. Le récit est construit de manière linéaire, de la généalogie du géant à la fondation de l'abbaye de Thélème. On peut y lire la naissance du géant Gargantua qui naît après 11 mois de grossesse de l'union de Grand-Gousier et de Gargamel pendant un fastueux banquet, et Gargantua naît de manière étrange. Après que Gargamel ait mangé trop de tripes, on lui administre un astringent qui conduit Gargantua à naître par l'oreille gauche, permettant ainsi à Rabelais de décrire l'ensemble du trajet de Gargantua à travers le corps de sa mère. Il réclame alors aussitôt à boire, et il crie à boire comme vous avez dû le lire. Il ne connaît pas de contraintes au départ de sa petite enfance, il fait ce qu'il veut et notamment, il se roule dans les ordures selon son bon plaisir. Mais devant son intelligence, son père décide de lui donner une éducation et il le confie à un précepteur, sophiste réputé, Tubal Holoferne, pour lui faire apprendre les lettres. Ce dernier lui apprend à réciter par cœur, comme l'on faisait au XVIe siècle. Et il y a une critique de cet enseignement. Après ce premier précepteur, Gargantua va en avoir un autre, Ponocrates, qui est beaucoup mieux et qui lui apprend à réfléchir. Une fois grand, il va à Paris, mais on le poursuit et il fait pipi sur ceux qui le poursuivent. Ensuite, il y a la guerre picrocolline qui est très importante et qui montre que Picrocole, c'est le modèle du mauvais souverain. Un autre épisode important, Gargantua avale, sans le faire exprès, des pèlerins qui étaient cachés dans une salade. Puis il y a l'échec de Picrocole et enfin l'abbaye de Thélème, le modèle de l'utopie. Ce roman, et qui est aussi de la littérature d'idées, est étudié dans
le parcours associé Rire et Savoir, et vous aurez donc une dissertation pour les séries générales uniquement qui aura ce parcours Rire et Savoir comme problématique, comme base de travail. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous, ce soir je vous présente le roman La peau de chagrin d'Honoré de Balzac et je réponds aussi à la question que Clémence m'avait posée sur ce sujet-là. Avant le 19e siècle, le roman est un genre un peu méprisé parce qu'il s'adresse à un public qui est à la recherche de sensations et met souvent en scène des personnages idéalisés vivant des aventures peu vraisemblables. Balzac, lui, au 19e siècle, invente un nouveau roman ancré dans le réel. Ce n'est que plus tard que l'on parlera de roman réaliste. Il veut un nouveau genre de roman capable de rendre compte de la société dans son ensemble et de s'emparer de questions sociales, scientifiques et même aussi philosophiques. Tel un sociologue, Balzac se fait alors l'historien des mœurs. En 1834, Balzac a l'idée de faire reparaître ces personnages d'une œuvre à l'autre, afin de créer un univers cohérent. Par exemple, il fait ainsi apparaître Rastignac dans Le Père Goriot, qui fait ses débuts à Paris, et qui est aussi l'ami de Raphaël, le héros de La peau de chagrin. Et à partir de 1840, Balzac rassemble tous ces personnages dans un grand ensemble qu'il va appeler la comédie humaine. En tout, il y aura 90 romans, traités et nouvelles, et plus de 2500 personnages. C'est énorme. La peau de chagrin est publiée en 1831 et s'inscrit dans le contexte de la Révolution de juillet 1830. Ainsi, Raphaël est le symbole d'une société déréglée, en perte de repères. La peau de chagrin est l'histoire donc de Raphaël qui, n'ayant plus d'argent, décide un soir de se suicider. Mais il est rattrapé par un inconnu qui lui indique la boutique d'un antiquaire dans laquelle il pourrait trouver la solution à ses problèmes. À l'intérieur, un vieil homme propose une peau de chagrin au jeune homme en lui promettant qu'elle va pouvoir exaucer tous ses vœux. Cependant, Raphaël va s'apercevoir qu'à chaque vœu réalisé, la peau rétrécit, symbolisant la puissance destructrice du désir lorsqu'il est investi dans des plaisirs vains. Ce roman comporte donc des éléments fantastiques. Pourtant, Balzac veut surtout montrer ici que l'enfer, c'est le monde moderne du Paris réaliste. Le parcours associé, c'est roman de l'énergie, création et destruction. Et l'on pourra notamment se poser la question du rôle de la peau sur les personnages. Par exemple, est-elle créatrice ou destructrice? Et dans quelle mesure Raphaël est-il une victime ou bien est-il aussi acteur de sa propre destruction? Alors si vous choisissez ce roman comme œuvre personnelle, vous voyez derrière moi, c'est la photo d'un téléfilm qui est sorti en 2010 et qui est très très bien fait, de La peau de chagrin. Bonne lecture et bon travail à tous et je vous parlerai du plan de dissertation bientôt. À bientôt! Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente le roman Manon Lescaut, écrit par l'abbé Prévost. Après une jeunesse mouvementée et troublée par la passion amoureuse et les ennuis judiciaires, Antoine François Prévost est ordonné prêtre en 1726. Mais entre 1727 et 1728, il s'éloigne beaucoup de la vie monastique et il fait paraître anonymement les 4 premiers tomes des mémoires et aventures d'un homme de qualité avant de fuir en Angleterre. Les 3 premiers tomes des mémoires où figure l'histoire du chevalier, des Grieux et de Manon Lescaut sont publiés en Hollande et sa liaison avec Hélène Eckart le mène à de graves difficultés financières. Il est criblé de dettes, il risque la peine de mort, tandis que le roman Manon Lescaut, lui, vient de sortir, mais est interdit pour immoralité en 1733. De retour en France, absous par le pape, il devient aumônier du prince de Conti. Il vit alors de sa plume, fréquente le monde, il va même rencontrer Voltaire dans les salons, et il meurt en 1763 lors d'une promenade. L'histoire de Manon Lescaut se déroule de 1712 à 1717, donc sur 5 ans, à la fin du règne de Louis XIV. Le roman a été écrit donc en 1731, mais il est interdit pour immoralité et il faudra attendre une version corrigée beaucoup plus tardive en 1753. Manon Lescaut, c'est le récit haletant et romanesque de 2 jeunes héros, Manon et le chevalier des Grieux, confrontés à des aventures multiples et pleines de rebondissements, qui feront d'eux des marginaux. Errant sur les routes,
cachés dans des lieux reculés, emprisonnés, ils sont de plus en plus rejetés par la société et Manon, dans une ultime déchéance, meurt dans un désert d'Amérique après avoir été déportée. C'était le sort réservé aux prostituées à l'époque. Le récit des aventures de Manon et de Des-Grieux est raconté rétrospectivement par Des-Grieux lui-même, à Renoncourt, le narrateur. Et à mesure que le héros relate les péripéties de sa vie, eh bien, il porte aussi un regard critique sur la société et sur son passé. Son récit est pour lui donc une forme d'apprentissage. Socialement, tout oppose les deux héros. Le jeune homme Des-Grieux est de bonne famille alors que Manon donc est une prostituée. Mais tous les deux s'aiment d'un amour fou et c'est une passion fatale. Voilà. Alors je reviendrai sur la définition du mot passion qui éclaire beaucoup la lecture de ce roman. Le parcours associé, eh bien c'est personnages en marge, et c'est le cas bien sûr de Manon et de Des-Grieux ensuite, avec leurs crimes, leurs forfaits, et plaisir du romanesque, parce qu'effectivement, c'est ce que l'on aime lire. À bientôt!